Bonjour, bonjour. Je suis Inès Leonarduzzi. Je suis ravie d'être avec vous pour cette masterclass sur les pollutions numériques et comment s'en prémunir. Les pollutions numériques, alors on entend beaucoup parler depuis plusieurs années maintenant avec le travail de beaucoup de structures comme Digital for the Planet, mais bien d'autres, et d'autres même avant nous, de ce qui est la pollution numérique environnementale. En ce qui me concerne, et c'est aussi ce qui fait ma spécificité, c'est que j'ai théorisé deux autres pollutions numériques, en plus de celle qui est environnementale, c'est la pollution numérique intellectuelle et sociétale. Pour faire très simple, la pollution numérique environnementale, c'est la manière dont le numérique désincarné, ce que j'appelle le numérique désincarné, c'est le numérique qui n'a d'autre but que lui-même, c'est quand le numérique désincarné impacte l'environnement, les écosystèmes et l'atmosphère, mais aussi les humains, sur le plan de la santé. La pollution numérique intellectuelle, c'est la manière dont le numérique désincarné a des incidences sur nos capacités cognitives, mais également notre rapport à l'intelligible et de fait à l'intelligence collective. Et la pollution numérique sociétale, c'est la manière dont le numérique désincarné, vous l'avez maintenant compris, impacte le projet de société, le vivre ensemble, et la manière dont on peut toujours aller vers le progrès. Une fois que j'ai dit ça, il faut absolument que je précise que je suis technophile. D'ailleurs, ça me pose souvent des petits soucis parce que je suis trop technophile pour les écolos et un peu trop écolo pour les technophiles. Mais l'idée, pourquoi je vous dis ça, c'est que je ne suis pas là pour dénier le numérique, dire que c'est mal. Au contraire, je trouve que c'est un outil merveilleux. Mais en l'état, il n'est pas encore optimal. Il arrive qu'il desserve encore beaucoup trop et dans trop d'endroits les humains, la planète. Et en ça, il faut trouver des réponses. Donc moi, je suis plutôt une fervente défenseuse de non pas taper sur le numérique, mais comment on en initie le futur. Et c'est ce sur quoi portent nos travaux chez Digital for the Planet. Voilà pour la petite introduction. On a très peu de temps aujourd'hui, on a à peu près on a une demi-heure pour faire très simple, et j'ai envie peut-être d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On va me les soumettre au moment où nous restons en questions-réponses, et on va surtout s'atteler sur la pollution numérique environnementale, parce que c'est celle-là qui, en tout cas, fait le plus débat et dont on parle le plus. Il faut savoir que la pollution numérique environnementale, elle se divise, si on peut dire, en trois catégories. D'abord, vous avez dans un premier temps la fabrication des appareils, qui est la première source de pollution numérique environnementale et à vrai dire la plus grande. Vous avez ensuite les usages au quotidien, donc d'aller sur Internet, les requêtes, les mails, les réseaux sociaux, le streaming, etc. Et puis ensuite, la gestion du recyclage de ce qu'on appelle les D3E, donc les déchets d'équipement électriques et électroniques, notamment les déchets d'équipement électroniques en ce qui nous concerne. Revenons sur le pan de la fabrication. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, en 2020, il y a 14 milliards de smartphones qui sont actifs. C'est plus, et vous l'avez compris, c'est presque, c'est quasi le double qu'il y a d'humains. Il s'en est vendu 1,6 milliard en 2019, c'est-à-dire 60 par seconde. Pour point de comparaison, en 2010, on en vendait 179 millions. Comment ils sont fabriqués les appareils? Alors, ce sont dans des grandes usines. Samsung a inauguré il y a 2 ans, il me semble, à Noida en Inde, sa plus grande usine. On appelle ça des SMT, ce sont des machines qui fabriquent des appareils. Et en fait, elles sont empilées les unes derrière les autres. On met des pièces, il y a 2-3 opérateurs pour des dizaines et des dizaines de machines où on met des petits composants électroniques et les machines vont en gros faire d'une paire de cartes mères un smartphone et un appareil intelligent. Si on enlève les 8 heures de tests de Wi-Fi et de Bluetooth conventionnel et le temps de séchage de la colle, il faut 2h30 pour fabriquer un iPhone, un smartphone en tout cas. Pour vous donner un peu quelques autres chiffres, un iPhone X rejetterait, selon les chiffres d'Apple, 79 kg de CO2 dans l'atmosphère entre le moment où il est fabriqué et son éventuel recyclage. Un ordinateur de 2 kg environ, ça requiert 800 kg de matières premières, 22 kg de produits chimiques et 1,5 tonnes d'eau claire qui de toute façon
à la fin, pardon, ça rejettera 170 kg d'équivalent carbone. Voilà un peu pour les chiffres mis en comparaison évidemment avec les 14 milliards d'appareils électroniques, de smartphones qui sont actifs en 2020 qu'on avait dit au tout départ. En 2024, donc ça c'est pour les smartphones, les appareils, les ordinateurs, en 2024, on comptera 14 milliards d'objets connectés. Avec la 5G estimée à 300 milliards de dollars de marché, on ne peut que attendre beaucoup d'Internet des objets. Et ça aussi, ça va être aussi considérable sur le bilan carbone du numérique. Dans un ordinateur ou dans un smartphone, on trouve à peu près 15% d'or et d'argent, donc de métaux précieux. On trouve aussi des matières plastiques comme du verre, on trouve toutes ces choses-là. Mais également 70 métaux en tout genre, dont des métaux rares. Alors les métaux rares, c'est quoi? C'est les 17 éléments chimiques du périodique. Donc vous avez le scandium, l'yttrium et les 15 lanthanides, dont le tantal, le niobium et le palladium. On va en reparler juste après. Alors, pourquoi on parle de métaux rares et critiques? Alors, ils ne sont pas rares comme on entendrait. Il y a énormément dans l'écorce terrestre de métaux rares dans le monde, un peu partout d'ailleurs. Simplement, ce qui les rend rares, c'est la difficulté à les extraire de l'écorce terrestre, justement, qui sont coûteuses en méthode, mais également coûteuses pour l'énergie, coûteuses pour la planète, les ressources naturelles, mais également coûteuses pour les hommes et les femmes, les enfants, on va en parler, qui sont chargés de les extraire. C'est en ça qu'ils sont rares, parce que pour en extraire, c'est très compliqué. Pour exemple, quand on va extraire 130 000 tonnes de métaux rares versus 2 millions de tonnes de fer pour le même effort d'extraction. Voilà pour vous donner un peu une idée. Alors, quels métaux on retrouve? Par exemple, on a l'étain pour la soudure des circuits imprimés, on a le tantal pour l'efficacité des condensateurs, on va en parler. Il y a le cobalt pour l'optimisation de la durée de vie des batteries, le lithium pour le stockage de l'énergie, le terbium, l'yttrium, le néodyme pour les fonctions vibreurs, l'affichage des couleurs, par exemple. Voilà, pour vous donner quelques exemples. Toujours est-il que ce qu'il faut savoir, c'est que ces métaux sont très radioactifs et nocifs pour la santé, voire cancérigènes pour certains. Par exemple, le cobalt provoque des maladies pulmonaires et cardiaques quand on y est exposé de manière non sécurisée. L'extraction de ces minerais, ça implique également une déforestation de régions entières, comme au Congo. Ça génère des conflits armés entre plusieurs pays, entre seigneurs de guerre et les populations. Des écosystèmes donc, sont détruits à Dalahai, aussi en Mongolie intérieure, une province chinoise à 600 km à peu près de Pékin. La radioactivité due à l'extraction des métaux rares, elle est de 32 fois supérieure à la normale. Hein, pour vous donner une image de Tchernobyl, elle est de 14 fois supérieure à la normale. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Dalahai le village du cancer. C'est assez déplorable, assez terrible ce qui s'y passe. Enfin, l'extraction, la purification, en quoi ça consiste? Donc l'extraction, c'est quand on extrait le minerai du sol, et la purification, c'est quand on va enlever toutes les impuretés autour, parfois même d'autres métaux qui viennent enfermer le métaux qu'on a envie de récupérer. On a besoin d'énormément d'eau, et donc c'est ce qu'on appelle la purification. Ça consiste en des procédés hydrométallurgiques complexes, dans des bains d'acide et de métaux lourds, de l'acide sulfurique aussi. On retrouve pas mal d'éléments radioactifs, donc de l'uranium, du thorium, qui sont rejetés dans les cours d'eau. Et souvent, des cours d'eau, et quand c'est pas dans les cours d'eau, pardon, ça infiltre les sols. Et donc, on a des aridités et puis de l'infertilité des sols, là où on avait des terres agricoles auparavant. Voilà un peu pour vous donner quelques chiffres. Je pourrais donc encore plus vous parler du Congo. Où il se passe des choses absolument terribles. En 2013, 40% des travailleurs congolais sont des enfants, selon la Banque mondiale, dans les mines. 75% du coltan, il faut le savoir, est congolais, donc 80% dédié au numérique. Pour la petite histoire, le coltan, ça vient de colombium et tantalium, qui sont deux métaux rares. Le colombium, en français, ça se dit niobium. Et ça tire son nom de Niobé, c'était une reine grecque qui était fille de Tantale, qui lui-même était fils de Zeus. Et en fait,
le tantal qu'on cherche à avoir est incrusté à l'intérieur, le tantal est à l'intérieur du niobium, et vu que le niobium se dit colombium, c'est pour ça qu'on a fait cette espèce de raccourci repris par la littérature scientifique, économique, politique, le coltan. Mais en fait, on parle de tantal, voilà, pour la petite histoire. Donc, le coltan, c'est une matière brute, c'est un oxyde, en fait, un sable métallique, on le raffine en le broyant pour justement extraire ce tantal. L'extraction, elle se fait de manière artisanale, mais également industrielle. Les femmes, les filles, comme je vous disais, ça a généré de grandes guerres, comme la PlayStation War, quand il y a eu tellement de guerres que le coltan était bloqué aux portes du pays de RDC, que Sony n'a pas pu produire sa PlayStation, la fabriquer, parce que du coup, il avait besoin de coltan lui également. Et qu'on avait dans tous les médias du monde, PlayStation War, des conflits armés au Congo empêchent Sony de prospérer. Or, ce n'était pas ça du tout. C'est simplement que le coltan, en fait, dans l'indifférence internationale la plus totale, générait des conflits horribles parce qu'il n'y avait aucun code minier, aucune règle internationale sur ce marché-là. Que ça a généré tout ça, on a laissé ces choses opérer et on a réagi dans les médias internationaux quand ça a provoqué des enjeux économiques sérieux et financiers pour des grandes entreprises comme Sony. On pourrait aussi parler de la Bolivie où on retrouve à peu près 15% du lithium mondial, notamment à Salar de Uyuni, qui est un des plus grands déserts de sel au monde. C'était un lac immense il y a 40 000 ans. C'est aussi grand que l'île de France. Là-bas, 80% de la population bolivienne vit en dessous du seuil de pauvreté. On vit surtout de l'élevage du lama, de la culture du quinoa et du sel. Et tout ça, c'est en chute libre. Ce sont des régions très arides, à 3000 mètres d'altitude, où il y a peu d'eau. Et en fait, l'eau est complètement confisquée aux villageois, ne serait-ce que pour leur hygiène, mais également pour leur profession, pour aller purifier justement les extractions de lithium. Donc, on a des gros conflits sociétaux, économiques, évidemment, et puis des destructions d'écosystèmes, encore une fois, avec des disparitions d'oiseaux endémiques comme le flamant rose, qui ne vient plus du tout se reproduire comme il a toujours fait depuis des centaines et des milliers d'années dans cette région-là. Donc, tout ça est très problématique. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Que fait la police en 2010, après la crise de 2008, Barack Obama initie le Dodd-Frank Act, qui est une loi qui vient un peu assainir les règles financières du pays et la manière dont on fait finalement de la richesse. Dedans, il y a l'amendement 1502 qui parle justement des minerais de guerre qui génèrent des conflits qui ne sont pas du tout éthiques dans le monde. Et donc, il demande notamment, à travers cet amendement, aux entreprises de passer par des filières responsables et tracées. Évidemment, le Dodd-Frank Act, avec l'arrivée de Trump, est passé à la trappe. Il a dit que c'était le président des Américains et pas du tout le président des Congolais, que ce n'était pas du tout son sujet. Mais en attendant, ça avait permis de créer des filières propres, de créer des initiatives entre grandes entreprises qui, elles aussi, voulaient s'engager et se dire, en fait, oui, on ne s'est pas forcément rendu compte, il faut qu'on agisse là-dessus. En Europe aussi, on a trouvé de l'écho, on a fait une loi pour endiguer l'enjeu des conflits, des minerais de conflit, notamment en Allemagne, en Belgique et en Hollande, 3 pays qui ont été très actifs sur ces sujets. Mais le problème, c'est que, donc, notamment pour éviter de faire travailler des mines qui font travailler des enfants. Le problème, c'est que les enfants sont rarement forcés. Et pire que ça, ils ont besoin de ce pécule souvent pour payer leur école. C'est le cas au Congo, où l'école est offerte à tout le monde. Par contre, il y a un petit impôt à payer, ce qu'on appelle le Minerval en RDC. Ce Minerval, il est d'à peu près 50 francs. Ce qui est beaucoup pour beaucoup de familles qui sont très pauvres. Et les enfants, en fait, travaillent le mercredi, vous y être allé, c'est réel, le week-end, pendant leurs vacances, pour payer leur Minerval. Il y a ceux qui tombent
dans l'aide à leurs parents plus poussés et qui se déscolarisent complètement et qui travaillent à temps plein. Donc en fait, avec l'arrivée de ces filières responsables, on a eu un problème d'enfants qui ne pouvaient plus payer leur Minerval et qui en fait ont trouvé que c'était une terrible nouvelle. Les ONG locales, quand j'y suis allée, m'ont dit mais c'est terrible ce que vous êtes en train de faire en Occident, vous nous handicapez, les enfants vont finir dans d'autres domaines pour travailler, tant qu'ils trouvent de l'argent, ils iront ailleurs. Et le fait est que donc aujourd'hui on a un système de traçage qui s'appelle l'ITSCI, et en fait aujourd'hui qui pèse sur la chaîne de valeur, hein, puisqu'elle a ce système de traçage a un coût, et que ce coût est surtout ressenti en bas de chaîne de valeur, donc sur les creuseurs eux-mêmes, donc qui du coup sont moins bien payés qu'avant. Et en fait, on a fait partie de ces ONG qui ont voulu négocier avec l'ITSI, sauf que l'ITSI ne négocie pas, parce que l'ITSI n'a pas de concurrent, donc jouit d'un parfait monopole. Donc en fait, tout est toujours très compliqué. Voilà un peu pour le côté fabrication que je voulais. Je suis un peu rentrée dans les détails, parce qu'il me semblait que c'était important de donner ces éléments humains qui comptent que trop peu. Évidemment, vous dire aussi qu'un appareil électronique, entre le moment où il est fabriqué et le moment où il arrive dans notre poche, c'est 4 fois le tour du monde en impact carbone. C'est entre tous les lieux où il va transiter pour les différentes étapes de sa fabrication. Il y a aussi les usages. Les usages, je regarde l'heure pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Voilà, pour les usages, 6 Français sur 10 se connectent à Internet et la moitié du monde est sur les réseaux sociaux en 2020. Hop, je vous prie de m'excuser, je pense qu'on a un petit... Oui, merci beaucoup pour la régie. On me donne le temps qui me reste, sinon je suis très bavarde, on peut rester longtemps. Donc voilà, la moitié du monde aujourd'hui est connectée sur les réseaux sociaux en 2020, sans compter les 3-4 milliards de chats, chiens, bovins, pucés, qu'on oublie souvent. Au total, c'est à peu près 2,5 trillions octets de données qui sont générés dans le monde. On compte 6,9 milliards de requêtes sur Google, 1 milliard d'heures de vidéos visionnées. Quand on émet une requête sur Internet, que ce soit un mail, un like sur une photo, un commentaire sur LinkedIn, c'est à peu près 1500 km parcourus par la donnée dans des fibres sous les sols marins, parce que les fibres dans lesquelles transitent les données jusque dans les serveurs des data centers se trouvent non pas dans le cloud, dans les nuages. Le cloud n'a rien de la volupté, de la légèreté et de la beauté d'un nuage. Ces routes-là se trouvent sous les sols de l'océan. Elles empruntent d'ailleurs de façon pas du tout innovante les routes qu'empruntait avant le télégraphe, ensuite le téléphone. Donc, ce sont des routes très stratégiques qui ont toujours été. La France, l'Angleterre notamment, ont beaucoup financé ces routes-là durant 2 siècles, parce que c'était là où on surveillait les colonies, le commerce international. Edward Snowden, qui a dénoncé le dossier Tempura quand il a dénoncé la NSA et les écoutes, il n'est pas du tout passé par des outils très sophistiqués comme on croirait dans les films de science-fiction. Il a tout simplement fait transiter ces dossiers à travers des télégraphes par les routes sous-marines. Donc ces routes-là sont très stratégiques et c'est par là aussi que transitent toutes nos données. Donc ces 1500 km de distance parcourue en moyenne par une donnée numérique. Une seule personne par an consomme 14 km. C'est 14 km parcourus en voiture en termes d'équivalent carbone, si on prend une consommation moyenne. Mais alors, une fois qu'on a dit tout ça, il faut relativiser. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on ne doit plus aller sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on ne doit plus aller sur Internet? Non, c'est pas ça. Comme on disait, le numérique est un outil merveilleux. Rappelons-nous Fatoumata Cherif, qui à Conakry, en Guinée, se prend en photo avec des déchets sur Instagram. Elle met le hashtag selfie déchets en disant « c'est ma ville, je suis responsable de ma ville ». Et c'est comme ça qu'elle a attiré l'attention de son gouvernement, des médias non seulement nationaux mais internationaux pour dénoncer l'extrême insalubrité qui touchait aux conditions sanitaires des gens de sa ville. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est simplement que nous sommes des nouveaux riches numériques. Nous n'avons pas la valeur de l'énergie, comme nous avons par exemple la valeur de l'argent.
Et c'est ça que nous devons apprendre, c'est comprendre en fait matériellement de quoi on parle et combien on dépense et comment je fais pour mesurer ce que je dépense au quotidien. Et c'est comme ça seulement qu'on peut prendre conscience de ce qu'on fait et savoir du coup mesurer, raisonner nos usages. Et de fait, hein, la pollution numérique est très insidieuse car elle est transparente, elle est immatérielle, on ne la voit pas. Et le cerveau humain n'est pas câblé pour ressentir des dangers que ses sens ne peuvent pas percevoir. Et les centres de stockage de données, souvent, on les traite de monstres. Effectivement, c'est vrai, les 800 data centers de Californie, c'est à peu près 158 000 piscines olympiques en équivalent d'eau, sans compter l'électricité pour transformer cette eau en climatisation. C'est 400... Pardon, excusez-moi. Merci. C'est 400 millions de tonnes d'eau par an pour rafraîchir un seul data center moyen, en sachant que 700 enfants meurent chaque jour dans le monde suite à un manque d'eau salubre. Donc, toutes ces choses-là sont vraiment à prendre en compte sur le plan des usages. Et puis, le recyclage. Le recyclage, c'est pareil. Vous avez, par exemple, au Ghana, Au Ghana, vous avez une décharge à ciel ouvert où en fait l'Occident envoie tous ses D3E. En 2020, on est à peu près à 50 millions de tonnes envoyées. En 2018, c'était 47 000, presque 48 millions de tonnes de D3E, de déchets d'équipements électriques et électroniques. Là-bas, vous avez des burner boys, ce qu'on appelle des jeunes hommes, hein, des adolescents qui, avec des bâtons de fer, cassent des appareils électroniques. Ensuite, mettre du white spirit, brûle tout ça pour les détruire, ce qui est extrêmement nocif pour les sols, pour l'air, pour eux, pour tout le monde. C'est juste horrible de faire ces choses-là, mais ça permet de récupérer l'or, le cuivre, ensuite revendu à des négociants indiens qui savent trouver sous ces matériaux, les revendent et qui les remettent dans l'industrie du bijou pas cher, et on retrouve ces composants qui font des petits bijoux vendus dans quelques boutiques à Berlin, Paris, Avignon et New York. Voilà un peu pour vous donner quelques petits signes. Alors vous allez me dire, mais la Convention de Bâle de 1989 interdit parfaitement d'envoyer des déchets dans des pays dits émergents. Oui, mais c'est ça, c'est là où le bas blesse, c'est que c'est pas envoyé en tant que déchet, mais envoyé en tant que nouvelle, que produit de seconde main. Donc c'est pas super comme honnêteté intellectuelle. Je vais m'arrêter là. Je vais donner beaucoup de choses un peu assez lourdes de conséquences, mais c'est important de savoir toucher du doigt la laideur des choses pour pouvoir chercher toujours la beauté. C'est quelque chose que je pense. Je vais laisser, on a quelques minutes, 7 minutes, s'il y a des questions, peut-être me demander du coup quelles sont les solutions. Si jamais c'est pas posé, je répondrai à cette question aussi. Y a-t-il des questions ? Normalement, on doit me pousser les questions, je dois les recevoir. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, dans ce cas, je vais répondre. Donc, voilà, comment on fait pour commencer à endiguer ces phénomènes-là. D'abord, sur le plan individuel, il faut pouvoir comprendre que la plus grosse partie de la pollution numérique, elle se trouve dans la fabrication des appareils, sur laquelle j'ai beaucoup insisté. Donc, en fait, le simple fait de faire durer le plus longtemps ces appareils électroniques permet déjà d'avoir un impact extrêmement positif. Comment on fait durer ces appareils électroniques ? L'ennemi numéro 1 des appareils, c'est la chaleur. Donc, tous les appareils, la surchauffe, réduit drastiquement les capacités d'un appareil. Donc, on essaie de ne jamais obstruer la ventilation de ces appareils, c'est jamais sur ses genoux, toujours sur une surface plane et lisse. C'est déjà une super façon, et quand on ne le fait pas, c'est une des manières dont on use le plus nos appareils. On peut aussi acheter un ventilateur quand on a une grosse activité. Par exemple, ça coûte 10 ou 30 € par voie USB. C'est très bien quand on fait du gaming, par exemple, et qu'on a des ordinateurs qui surchauffent souvent. On peut supprimer aussi des applications dont on ne se sert pas. Remplacer la batterie, c'est souvent le problème principal quand on a un appareil qui dysfonctionne. Donc voilà, il faut savoir que 59% des appareils remplacés fonctionnent encore très bien. Ce qu'on peut faire aussi, évidemment, c'est conscientiser tous nos usages. Est-ce qu'on a besoin d'être tout le temps autant connecté? Est-ce qu'on a besoin de faire tout ce qu'on fait sur Internet? Il y a plein de choses qu'on peut raisonner et du coup enlever en superflu.
Et sur le plan du recyclage, bon, bah, vous l'avez compris aujourd'hui, à titre individuel, on peut passer par des circuits comme Emmaüs Connect, qui font des choses merveilleuses pour 17 millions de Français qui sont électronés. L'électronisme, c'est l'illettrisme numérique. Et l'illettrisme numérique est produit par différentes raisons. D'abord, l'absence de couverture réseau. Les gens qui sont réfractaires, qui ne savent pas utiliser Internet, mais également les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un appareil électronique. Donc, il y a plein de choses à faire là-dessus. On a travaillé avec les JO 2020 au Japon il y a quelques années. On a contribué à réfléchir sur la manière dont on pouvait agir sur les déchets d'équipements électroniques des citoyens japonais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout seul, le Japon a décidé de faire une chose merveilleuse sur la base des conseils qu'ils avaient reçus. C'est de récolter, de faire une immense récolte nationale en impliquant des entreprises, des mairies, la poste japonaise, pour récupérer auprès des citoyens tous les équipements électroniques dont ils ne se servaient plus. Et ça leur a permis de récupérer l'or notamment et l'argent qu'il y a dans ces appareils pour faire les médailles des champions olympiques. Donc c'est comment demain, en fait, on se rend compte qu'on est riche de nos déchets. Comment demain on peut aussi se réemployer ces choses très belles qu'on a dans ces appareils. Nos appareils sont très précieux au vu de tout ce qu'on a vu qu'il y a dedans. Et on peut faire des choses superbes. Ce qui nous manque, c'est l'imagination, mais également l'absence, peut-être une absence d'ego. On a les poubelles, surtout dans nos cultures occidentales, les déchets sont quelque chose de sale, qu'on n'a pas envie de voir, dont on veut se débarrasser. Or, les déchets peuvent être beaux et c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Il faut simplement changer nos états d'esprit. Voilà, je vois que l'heure se rapproche. Il est 15h42 et ma session termine à 15h45. Comme on m'a demandé d'être à l'heure, je ne vais pas exagérer. Je pourrais aussi vous parler de bio-inspiration numérique. Je pourrais aussi vous parler de la manière dont on peut travailler justement cette approche imaginative sur le futur du numérique pour un numérique plus responsable. On aurait aussi pu parler de pollution numérique intellectuelle, d'électronisme des enfants et des écrans, des addictions, de la surconnexion en entreprise et des phénomènes sociétaux du numérique, comme la non-souveraineté citoyenne de la donnée, la manière dont on peut guérir le vivre ensemble si on arrive à faire du numérique un endroit plus sécurisé pour les enfants, les femmes, les hommes, tout le monde. C'est un sujet passionnant et très vaste. Ça fait aussi l'objet d'un livre qui sera publié le 17 février aux éditions de l'Observatoire, qui s'appelle « Réparer le futur » et que j'ai écrit pendant 3 ans. Voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse. Je regarde une dernière fois si Voilà, non, tout va bien. On est à 2 minutes. Je vais pas vous garder plus longtemps. J'ai été ravie d'être avec vous. J'espère que cette session a été instructive. Je vous souhaite une très belle journée avec Média en scène et je reste joignable si vous souhaitez sur LinkedIn, évidemment. Merci, à bientôt.